Vous avez beaucoup entendu parler du TAFTA et d'ailleurs il y a une mobilisation tout à fait sérieuse qui a eu lieu là-dessus il y a quelque temps. Vous avez aussi beaucoup entendu parler du CETA et effectivement là vous verrez à l'entrée qu'il y a un 4 pages qui a été fait par le collectif. Le CETA, c'est l'accord avec le Canada, mais en fait il y en a beaucoup d'autres dans les tuyaux et même un peu plus que dans les tuyaux, puisqu'il y a le JEFTA aussi qui arrive, qui est l'accord avec le Japon, qui lui, hier, avant-hier, je ne sais plus si c'est, on est quel jour aujourd'hui, donc c'était vendredi dernier, il y a eu une réunion de la commission commerce international du Parlement européen qui a accepté le JEFTA, qui devrait arriver à la ratification du Parlement européen dès le 12 décembre, là, sachant que le JEFTA ne sera pas ratifié au niveau national, parce qu'il ne comporte pas d'éléments relevant de la compétence nationale. Je reviendrai là-dessus si vous voulez. Et il y a également le Mercosur qui est en négociation avec une série d'États des pays d'Amérique du Sud. Également la négociation avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec Singapour et Vietnam qui est aussi plus qu'avancé puisque lui, de toute façon, lui aussi, on est au niveau de la Cour de justice qui va donner un avis sur la question. On a entendu parler d'un début de commencement de négociation sur un accord bilatéral sur l'investissement avec la Chine. On ne sait pas ce que vaut cette information. Il y a également tous les accords qui sont des accords spécifiques et qui mériteraient à eux seuls d'y passer une soirée, les accords de partenariat économique avec Afrique, Caraïbes, Pacifique. Vous voyez l'accord avec le Mexique également. Et là, vous avez entendu qu'il y a quelques semaines à peine, quelques mois, le président des États-Unis a fait ce qu'il fait ordinairement, c'est-à-dire qu'il a sifflé dans ses doigts et les représentants de l'Union européenne sont venus à sa table pour redémarrer une discussion alors que le TAFTA était arrêté. Donc vous voyez que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union européenne, sur la politique commerciale commune, comme on appelle ça, ou la politique commerciale européenne, est très active et la Commission ne s'arrête jamais. Contrairement à ce qu'on nous avait dit et ce qu'avait dit le gouvernement, qui avait promis que si on acceptait le CETA, à partir de maintenant, on aurait des négociations transparentes, tout se passerait bien, il y aurait les mandats qui seraient apportés, on ferait attention à beaucoup de choses. Évidemment, rien de tout cela. On continue exactement, avec même une accélération et dans le plus grand manque de transparence. Alors, si on essaye de voir maintenant un peu dans le détail entre ce qu'on a comme élément effectif sur ce qui se passe et le reste dont on a moins d'éléments, encore une fois, c'est un monde très peu transparent, tout cela, eh bien, on peut dire la chose suivante, c'est que le CETA, l'accord avec le Canada, revêt une importance spécifique et particulière pour nous, comme militants et militantes, et spécialement aussi comme citoyens, citoyennes français, puisqu'il arrive à ratification en ce moment. Le gouvernement, à l'instant, quelqu'un me posait la question, quelle est l'attitude du gouvernement ? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Le gouvernement, là-dessus, est d'une hypocrisie absolument totale. Ça ne va pas vous étonner beaucoup, je ne pense pas. C'est pas un scoop. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement, au moment où le CETA est arrivé en discussion, a réuni, il y a de cela maintenant pas loin d'une année, une commission d'experts, entre guillemets, d'experts, professeurs d'université et autres, pour nous expliquer si oui ou non, pour décider si oui ou non le CETA était un accord convenable. Étonnamment, enfin pas tellement étonnamment, ces experts n'ont pas vu grand-chose à dire sur le fait qu'il s'agit d'un accord de libre-échange. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accords, et c'est ça le fondement, on a l'impression de perdre de vue un peu, mais c'est ça le point de départ, c'est-à-dire ce sont des accords qui installent la concurrence Uber-Alès au-dessus de tout.
C'est-à-dire, ce sont des accords pour lesquels la concurrence est l'alpha et l'oméga, et qui se donnent les moyens de faire en sorte que cette concurrence soit effective. Qu'est-ce que ça veut dire que la concurrence soit effective? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dispositions au terme de ces traités, selon lesquelles, eh bien, il faut impérativement qu'il y ait un certain nombre d'outils publics qui n'entravent pas la concurrence, d'outils de l'intervention publique qui n'entravent pas la concurrence, qu'il y ait ce qu'on appelle dans le jargon le traitement national, qui, par exemple, le traitement national est l'accès au marché. Qu'est-ce que ça veut dire, le traitement national et l'accès au marché? C'est vraiment le fondement de ces accords. Ça veut dire que les entreprises, n'importe quelle entreprise, peut accéder aux conditions auxquelles elle entend accéder, au marché de l'autre, sans qu'il y ait de restrictions, sans qu'il y ait ce qu'on appelle des barrières non tarifaires ou des barrières techniques. Qu'est-ce que c'est qu'une... Bon, les barrières tarifaires, vous voyez ce que c'est, hein, c'est les droits de douane. Bon, ça, c'est vrai qu'on est passé aujourd'hui, avec le CETA, à 98% des lignes douanières qui sont abaissées. C'est pas beau, enfin, c'est pas tellement plus que ce qui existait auparavant, sauf dans un domaine, et après tout, à Bourges, ça peut concerner, enfin, en fait, ça concerne tout le monde, hein. Je dis à Bourges parce que, comme un Parisien, dès qu'on passe au périphérique, j'ai l'impression qu'on est à la campagne, mais c'est complètement idiot ce que je viens de dire, ça concerne tout le monde, en fait, parce que les tarifs douaniers agricoles sont abaissés, et il y en avait. Il y en avait qui protégeaient, notamment concernant la viande, le bovin, le vin, les poulets, etc. Tout ça, il y avait des tarifs douaniers qui maintenant sont tout à fait abaissés. C'est quoi le marchandage qui a été fait? C'est le Canada reçoit les liqueurs, le vin, les spiritueux, mais on sacrifie le reste, c'est-à-dire y compris les, comment on appelle ça, les filières de production bovine. Le gouvernement, dont je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il était hypocrite, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous dire pourquoi, en tous les cas nous dit, avec le CETA, c'est les filières bovines de viande de peu de qualité qui seront sacrifiées. Non, 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 de viande de qualité, parce qu'il n'y a strictement aucune raison que les Canadiens ne se mettent pas aussi à faire de la viande de qualité, et là-dessus, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Donc, la commission Schubert, je reviens à elle, avait dit, quand elle avait été saisie, la commission d'experts, les accords de libre-échange, pour le côté libre-échange, c'est-à-dire le côté concurrence, ne nous dérange pas. Le côté traitement national, le côté mise en concurrence systématique, ne nous dérange pas. Ça ne dérange pas la commission Schubert, par exemple, que les instruments d'intervention publique soient mis à mal et que, par exemple, parmi ces instruments d'intervention publique, la subvention devienne problématique. Si vous, dans ces accords, si vous mettez et vous faites fonctionner en même temps le traitement national et l'accès au marché, ça veut dire que demain, une entreprise en provenance du Canada pourra exiger d'obtenir les mêmes subventions si elle intervient dans un secteur qui a été ouvert à la concurrence. Et comme par exemple, dans le CETA, l'éducation, les 3 niveaux d'éducation ont été ouverts à la concurrence, avec pour seule réserve le fait de vérifier la compétence des gens qui enseignent, eh bien ça voudra dire, traitement national et concurrence, ça voudra dire que, eh bien, il y aura moyen que des entreprises, par exemple d'éducation, soit s'installent et obtiennent les mêmes subventions que les autres, soit attaquent l'État parce qu'il verse des subventions qu'il ne doit pas verser. Bon. Ça n'a pas l'air de déranger le comité d'experts, et pourtant c'est quand même le cœur de ces accords, et c'est bien, puisque aujourd'hui on parle des méfaits du libre-échange, le méfait principal du libre-échange, j'insiste un petit peu parce qu'on n'en parle pas tant que ça finalement, comme si c'était normal, le méfait du libre-échange, c'est quand même cette concurrence qui est placée au-dessus des choix politiques et démocratiques. Ça, c'est une première chose. Mais là où l'hypocrisie du gouvernement se manifeste davantage sur le CETA, c'est que sur les 2 autres
mécanismes prévus dans ces accords de libre-échange, qui sont le mécanisme d'arbitrage et le mécanisme de coopération réglementaire, la commission Schubert avait dit quelque chose, avait dit qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit bien, le mécanisme d'arbitrage, c'est quand même assez hallucinant. Je ne vais pas insister parce que je pense que vous le connaissez beaucoup, pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire, c'est quand même cette idée très choquante sur le plan démocratique, où des entreprises sifflent entre leurs doigts, convoquent des États à leur table et leur disent « Là, vous avez pris une réglementation qui va me faire perdre de l'argent par rapport à mes bénéfices escomptés, ce que dans le CETA on appelle, mais pour les entreprises, hein, leurs attentes légitimes, entre guillemets, attentes légitimes, c'est l'article 8.10 du CETA. Vous pouvez aller vérifier. Donc, si les attentes légitimes des entreprises sont atteintes par une réglementation publique, alors à ce moment-là, il est possible que des entreprises sifflent entre leurs doigts, convoquent des arbitres et les États pour obtenir la condamnation des États, parce que il y aurait là une atteinte au principe que j'évoquais à l'instant, celui de l'accès au marché et de la libre concurrence. Vous voyez ? Donc déjà ça, c'est assez énorme, et c'est suffisamment énorme pour que quand même il y ait eu de la part de la commission Schubert une petite réaction qui a dit c'est quand même embêtant parce que ça va être embêtant à cause des réglementations sur le climat. Ben, pas seulement en fait, hein, à cause de toutes les réglementations. Hein. Il n'y a pas le climat aussi, et c'est important, mais pas seulement, toutes hein, sont dans l'œil du viseur. Et c'est pas bien. Alors le gouvernement a répondu, il a fait un petit texte qui date d'octobre, donc là on est en... Donc c'est octobre... Non, c'était octobre 2017. Oui, là, voilà, c'est ça, 2017. Donc ça fait déjà une petite année. Pour dire, on va rendre le CETA acceptable. Ça s'appelle comme ça. Si vous tapez « plan du gouvernement pour rendre le CETA acceptable », vous le trouvez. Il n'est pas très long, il fait une petite vingtaine de pages sur Internet. J'ai failli dire il est écrit en français, parce qu'ordinairement c'est écrit en anglais, mais là c'est en français, mais enfin c'est le jargon technocratique qu'on aime tous et toutes. Dans lequel le gouvernement nous explique assez benoîtement qu'il va mettre un veto climatique. C'est-à-dire que le gouvernement dit que dès qu'il y aura un mécanisme, enfin, l'appel d'arbitre contre une décision publique qui vise à protéger l'investissement, il mettra un veto climatique, c'est-à-dire il empêchera que l'arbitrage, que la procédure n'ait lieu. Bon, je comprends à vos mines étonnées et un peu vos yeux écarquillés, vous dites, mais comment c'est possible d'essayer de nous faire croire ça? Un accord qui, par définition, c'est juridiquement impossible, hein, vous l'avez déjà saisi, un accord qui est déjà ratifié au niveau du Parlement européen, qui a été signé par la Commission, déjà ratifié au niveau du Parlement européen, un État membre ne peut pas décider de le modifier. Même sans avoir fait 15 ans de droit, on sait ça, c'est-à-dire que soit un accord, on le ratifie, soit on ne le ratifie pas, mais on ne décide pas de le modifier en disant « ça je veux bien, ça je veux pas, ça je veux bien, ça je veux pas ». D'autant moins dans les institutions de l'Union européenne telles qu'elles existent effectivement, où les États membres n'ont de toute façon aucune possibilité après la signature de poser des réserves. Ça n'existe pas, ce genre de choses, en tous les cas, pas au sein de l'Union européenne. Donc, de toute façon, le veto climatique n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire, c'est de la flûte, pour le dire tout à fait clairement. Mais alors, si on regarde dans le détail, c'est vraiment tout à fait excellent. Ce serait presque drôle si on aime ce genre d'humour, parce que le gouvernement précise qu'il poserait son veto climatique, sauf quand il s'agirait de mesures qui seraient discriminatoires. Sauf quand il s'agirait de mesures qui seraient discriminatoires. Or, par définition, si vous avez bien suivi le raisonnement, par définition, les entreprises, lorsqu'elles attaquent des mesures publiques, estiment qu'elles sont discriminatoires. C'est pour ça qu'elles saisissent un arbitre.
Donc, de toute façon, quand bien même le veto climatique aurait pu exister, de toute façon, même la propre limite qu'a posée dans son texte le gouvernement fait que c'est doublement de la flûte. Vous voyez, on commence à rentrer, c'est plus de la flûte, c'est de l'orchestre à un moment donné. Vous voyez, c'est vraiment, ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a cette hypocrisie-là, et puis il y a aussi une autre hypocrisie, c'est que dans ces accords-là, il y a un autre aspect sur lequel aussi j'attire spécialement l'attention d'une manière générale quand j'interviens comme ça, parce que c'est un aspect qui est peut-être un peu moins connu, quoique maintenant ça commence à venir dans l'opinion, parce que c'est un aspect un peu tordu, enfin encore plus tordu que le reste, je veux dire encore plus délicat à saisir que le reste, parce que c'est très particulier, on va dire, c'est la coopération réglementaire. Alors il y a le mot coopération, on se dit ça peut être sympathique, enfin c'est pas collaboration en tous les cas, vous voyez, c'est un mot qui est en lui-même moins connoté, et coopération réglementaire, on se dit bon c'est un truc technique, pas du tout. C'est le chapitre 21 qui est en fait de l'accord sur le CETA, qui est une petite bombe à retardement, qui prévoit la mise en place de forums de coopération réglementaire, c'est-à-dire de lieux de discussion. Vous n'y êtes pas, moi non plus, ni vos élus, ni aucun élu, personne. Seuls les représentants de l'Union européenne, c'est-à-dire les représentants de la Direction générale du commerce de la Commission de l'Union européenne, on ne sait pas qui c'est, et les représentants de la Direction générale commerce du Canada sont présents, et les représentants des lobbies, ils sont confiés. Mais dans les représentants des lobbies, vous avez aussi, je ferai un sort à ça tout de suite, comme ça on n'en parlera plus, les syndicats et les associations de protection du consommateur, qui sont conviés au forum de coopération réglementaire. Sauf que, entre les lobbies qui ont des moyens et les syndicats qui en ont moins, pour le dire aimablement, entre les lobbies qui ont beaucoup de moyens et les ONG qui en ont beaucoup moins, imaginez par exemple que dans le CEFIC, il y ait un lobby qui défend le brome, vous savez, ce retardateur de fumée, enfin bref, qui défend en fait tous les polluants possibles imaginables. Ils sont 1500 lobbyistes à travailler là-dedans. Bon, à temps complet. Bien. Je ferme juste cette parenthèse, c'est pour juste vous dire qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les syndicats font partie du forum de coopération réglementaire. Vous voyez, vous comprenez tout de suite le mauvais rapport de force qu'il y a là-dedans, les associations de protection du consommateur qui vont faire ce qu'elles peuvent. Hein. Enfin, elles sont pas non plus, c'est pas non plus Superman ou Superwoman. Bref, le forum de coopération réglementaire a vocation à discuter de toutes les normes. C'est-à-dire les normes, article 21.1 du traité, qui seraient trop coûteuses et donc entravant le commerce. Et là, on est au cœur du problème, en fait. On est au cœur du problème politique. Qu'est-ce que c'est qu'une norme trop coûteuse pour les entreprises? Toutes le sont par définition, puisque, par définition, une norme est coûteuse. C'est le principe même de la norme. Si on impose, et c'est le principe de la norme d'imposer, par des choix politiques, après des discussions qui ont lieu au Parlement, pendant les campagnes électorales, etc. Si on impose des normes, ce sont des normes qui, si elles sont efficaces, ont un coût pour les entreprises. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, ce ne sont pas des normes. C'est autre chose. C'est décoratif, c'est incitatif, mais ce ne sont pas des normes. Donc, tous les choix politiques, tous, passent à un moment donné par l'édiction d'une norme. Quand on fait le choix politique de dire on ne veut pas d'OGM, on fait une norme. Quand on fait un choix politique en disant on veut que telle émission de gaz se comporte pas plus de temps de cochonnerie par micron carré, là, je sais plus comment ça se... C'est une norme. Et donc, le fait de discuter des normes pour qu'elles ne soient pas excessivement coûteuses ou trop coûteuses pour les entreprises, là, on est au cœur, en réalité, de l'exercice des choix politiques.
Mais ça se fait à un niveau parfaitement technocratique dans lequel personne, ni vous ni moi, mais pas les élus non plus, ne sont conviés à aucun moment. Nous savons, puisque le CETA s'applique depuis 1 an en application provisoire et avant ratification, puisque on a cette disposition très rock'n'roll dans nos institutions européennes qu'un accord peut s'appliquer provisoirement avant ratification nationale. Bien. Il ne s'applique pas pour tout, il ne s'applique pas pour l'arbitrage, puisque là, il faut la ratification nationale. Mais il s'applique pour la libéralisation. Le Canada, que croyez-vous qu'il ait fait, le Canada, dans le Forum de coopération réglementaire? Le Canada qui est un pays minier, comme vous le savez. Le Canada qui est un pays qui exporte des OGM et qui ne fait pas que exporter des OGM, c'est le premier et le seul pays au monde aujourd'hui à autoriser pour l'alimentation humaine des animaux génétiquement modifiés. Vous avez entendu parler de ce magnifique saumon qui a une tête monstrueuse d'ailleurs. Aqua Bounty, c'est joli. C'est ça, c'est son nom de marque. Hein, c'est une marque déposée. Donc il ne faut pas le répéter, sinon vous allez payer les droits. Le saumon OGM, alors, le saumon génétiquement modifié, vient aussi du Canada. Et bien entendu, le Forum de coopération réglementaire a déjà commencé à s'attaquer à cette question-là de la redéfinition de ce que sont les OGM. Et on commence comme ça. On redéfinit de ce que sont les OGM, de ce qu'ils ne sont pas, etc. À la redéfinition aussi, et c'est un autre problème qui est tout à fait sérieux, des OGM par mutagène. Est-ce que, oui ou non, les nouveaux OGM, vous savez, il y a les vieux OGM, enfin les anciens OGM, les premiers OGM, et puis maintenant il y a les nouveaux par mutagène. Est-ce que les mutagènes sont ou pas des OGM? Évidemment, le Canada dit non. Non. Non, puisque c'est plus la même technique. C'est... Je vais arrêter ce truc. Qu'est-ce que c'est pénible? Oh là là. Excusez-moi, j'avais oublié de l'arrêter, ce machin. C'est un esclavage. Bon, donc, les mutagènes, vous voyez, sont pas considérés, en tous les cas pour le Canada, comme étant des organismes génétiquement modifiés. Le gouvernement, toujours aussi franc du collier, nous explique « Ah, mais de toute façon, on les interdit, nous. Et puis l'Union européenne, de toute façon, les interdit à l'importation. » Pour combien de temps? C'est bien le problème. Pour combien de temps? Pour combien de temps est-ce que, au sein du Forum de coopération réglementaire, ce genre de choses va tenir? Ce genre d'interdiction va tenir? Vous voyez, il y a une espèce de mâchoire, comme ça. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la mâchoire arbitrage, et vous avez de l'autre côté la mâchoire coopération réglementaire. Et après ça, évidemment, quand il s'agira de essayer de réglementer, par exemple, les nouveaux OGM ou les OGM actuels, ou je ne sais pas quoi, les hydrocarbures, etc., eh bien, là, on aura le Forum de coopération réglementaire qui interviendra, et éventuellement aussi, plus tard, par la suite, l'arbitrage. Donc, en fait, on est, avec ces accords de libre-échange, non seulement sur des politiques de libéralisation, mais encore sur des politiques qui visent à faire ce qui est finalement le programme de notre élite politique, faire en sorte que les décisions politiques ne prennent plus jamais le pas sur la seule politique économique possible, c'est-à-dire la seule politique économique raisonnable, la politique néolibérale, bien entendu, comme vous le savez, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Voilà l'objectif fondamental de ce type d'accord. Nous avions déjà l'Union européenne qui le fait, d'autant plus que l'Union européenne étant elle-même un accord de libre-échange. Elle le fait. Mais là, on rajoute un poids au couvercle en remettant par là-dessus ce type de traité international, d'autant qu'il en arrive une palanquée. Je vous ai parlé du GEFTA. Le GEFTA a ceci de particulier qu'il y a de la coopération réglementaire. Là aussi, on attend avec beaucoup d'intérêt ce que ça peut vouloir dire. Il y a de la coopération réglementaire, il n'y a pas d'arbitrage dans le GEFTA. C'est pour ça qu'il ne sera pas ratifié au niveau national. Mais
Il n'y a pas d'arbitrage en JEFTA, parce que par ailleurs, la Commission est en train de négocier un autre texte qui s'appelle le MIC. Ça a l'air un peu ridicule, ça l'est en fait. Hein. C'est la Cour internationale sur la Cour multilatérale sur l'investissement. La Cour multilatérale sur l'investissement, le MIC en anglais, qui est en fait un organisme d'arbitrage permanent et qui sera intégré, qui a vocation à être international et à être intégré dans tous les nouveaux accords. Donc, les accords qui sont négociés aujourd'hui, comme l'arbitrage est ce qui fait bondir les populations, hop, de manière assez intelligente, le Japon et l'Union européenne l'ont écarté, de sorte qu'il ne soit que ratifié devant le Parlement européen, où vous savez qu'il y a une majorité qui n'est pas hostile, PPE, Parti populaire européen, social-démocrate, et ALDE, c'est les libéraux, et qui donc votent comme un seul homme pour les accords de libre-échange, y compris bien entendu les sociaux-démocrates, sauf de temps en temps la délégation française. Par exemple, la délégation française n'avait pas voulu ratifier le CETA, c'est un fait. La délégation française du Parti socialiste n'avait pas signé, n'avait pas voulu ratifier le CETA, mais les autres sociaux-démocrates, en tous les cas dans l'Union européenne, le font de manière systématique, et donc la majorité est atteinte. Et elle le sera pour le JEFTA. Le Mercosur, il est inquiétant à plein d'égards, mais y compris à l'égard de l'agriculture, encore elle. Parce que si on pense que le Canada va réussir à faire de la filière bœuf aussi de qualité, le Canada n'a que environ, que je ne dise pas de bêtises, environ 70 000 tonnes de quotas d'exportation dans 6 ans. Donc, 70 000, pour arriver à 70 000 en 6 ans, il faut diviser par 12 500. Hein? C'était pas 300 000 tonnes de viande bovine? Non, c'est plus que ça, parce que les 300 000 en question, c'est la... Il y a plusieurs catégories. Et donc, il y a plusieurs catégories. Et là, non, pardon, c'est moins. C'est 75 000 tonnes de porc et 70 000 tonnes de bœuf, de bovins, divisés en plusieurs catégories. Ce n'est pas des chiffres énormes. Hein. Quand on dit 70 000 et 75 000, ce ne sont pas des chiffres énormes. Ce sont juste des chiffres qui représentent autour de... Bon, il y a quoi en bœuf, par exemple, dans la production annuelle de l'Union européenne, on est à 7,5 millions. Donc 70 000, vous voyez la différence. Sauf que quand on ramène ça à la concurrence sur un pays comme la France qui participe aussi beaucoup à la production de bœuf, c'est très suffisant pour déstabiliser en fait un marché qui est déjà extrêmement fragile. Le Mercosur, bien entendu, qui est en négociation, dans lequel se trouve l'Argentine, qui est un grand pays, en tous les sens du terme, et qui fabrique, comme vous le savez, du bœuf de très bonne qualité, hein, excellent, tout à fait excellent. Bah, eux, finalement, ils ont le raisonnement suivant. Ils disent, bon, le Canada a obtenu au moins 70, nous voulons au moins 70, un minimum. Bon, mais ça, c'est le point de départ de la négociation, c'est pas ce qu'ils vont obtenir en plus. Et il faut multiplier ça par tous les autres accords. Pardon. Donc vous avez le Mercosur qui est dangereux pour essentiellement pour l'agriculture. Le Mexique aussi qui avance aussi beaucoup et qui peut être également relativement dangereux également pour les histoires d'agriculture. Mais vous avez aussi d'autres accords. Alors la Nouvelle-Zélande, Australie, le Japon aussi, là on est sur des concurrences dans des termes industriels, là cette fois, et dans des exportations industrielles, mais aussi sur les services. L'accord avec l'Inde, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il n'est pas vraiment avancé, mais tant mieux, parce que là sur la concurrence concernant le détachement dans les services, vous savez, les travailleurs salariés de haut niveau, notamment en matière informatique, ça va être, si cet accord aboutit, tout à fait sérieux. Je crois que Trudeau veut nous parler, non c'est lui. Je sais pas, il y a un téléphone qui, c'est Trudeau qui appelle. Bah si, il a fini de sonner. Il a fini de sonner. Bref, on est
quand on regarde ça d'un peu près, on est véritablement devant une offensive un peu sérieuse. Alors là, c'est bien gentil, mais enfin c'est bien gentil, je veux dire, c'est bien d'être informé de ce genre d'offensive, mais la question c'est de savoir maintenant ce qu'on fait, parce que c'est même la question absolument essentielle quand on est en politique. Il y a deux niveaux. D'abord, il y a le combat sur le CETA. Pourquoi d'abord? Parce que c'est lui qui arrive là maintenant devant le Parlement. Ce combat, il se déroule, je dirais, à deux niveaux. Au niveau de la ratification du Parlement national. Et là, le mouvement social, c'est-à-dire le collectif Stop TAFTA, a demandé, et continue de demander, d'interpeller les parlementaires pour qu'ils ne ratifient pas cette chose-là. Dans la mesure où, par ailleurs, il y a aussi eu des positions y compris de représentants de syndicats agricoles, par exemple. Je pense notamment au fabricant de viande qui s'appelle Interbev, qui fait partie de la FNSEA pourtant. Eh bien, on a remarqué, alors ne le dites pas encore trop fort, parce qu'il est hors de question de crier victoire, on en est très loin. Mais on a remarqué, donc ça ne sort pas d'ici, hein, si ça sort d'ici, je saurais que c'est bon, attention. On a remarqué que des parlementaires, y compris des parlementaires de droite, commencent à dire qu'ils ne vont pas aller accepter la ratification de cela. Au dernier pointage, il nous en manque encore 80. Mais c'est pas infaisable. Donc, enfin, c'est pas facile, mais c'est pas infaisable. Donc, on est sur une campagne là-dessus au niveau du Parlement européen. On a un certain nombre du Parlement national. On a un certain nombre d'alliés dans le Parlement national, comme vous le savez, peu nombreux. Il y a les 17 de la France insoumise qui font beaucoup. Il y a les quelques-uns aussi du Parti communiste qui font aussi. C'est tout. Les vrais alliés sont ceux-là. Les autres, on va dire, et notamment tout ce qui se dit gauche socialiste, alors maintenant ça s'appelle différemment, ils ont dit pour certains d'entre eux qu'ils ne ratifiaient pas, qu'ils n'acceptaient pas la ratification, etc. Donc, pendant une période électorale, en tous les cas, on peut au moins penser qu'ils n'accepteront pas la ratification. Bon, mais c'est toujours pareil, hein. On a eu des exemples aussi où le Parti socialiste assez fortement a promu le CETA, puisque l'ancien ministre du Commerce extérieur du gouvernement Valls, ou je ne sais plus qui c'était le Premier ministre à l'époque, oui c'était Valls, Fekl a quand même promu le CETA d'une manière tout à fait décisive. Donc il y a ce travail-là qui commence à porter ses fruits et qu'il faut impérativement continuer et amplifier. Et le deuxième niveau qui nous permet d'amplifier ce travail, c'est que nous rentrons dans une campagne électorale. D'ailleurs, le gouvernement et le président lui-même l'a compris, puisqu'il semble que la ratification qui devait être faite maintenant va être reporté après les élections européennes, évidemment. Ce qui s'appelle en politique mettre le rat sous le tapis, enfin bon, vous voyez, ou se débarrasser du bâton qui sent pas bon, enfin bon, vous voyez, il y a plein d'expressions politiques comme ça, mais enfin, en tous les cas, qui consiste effectivement à attendre la fin des élections européennes et là ressortir le truc et paf, y aller. Et c'est précisément parce qu'il y a des élections européennes qu'il faut en profiter pour amplifier cette mobilisation. Pour amplifier cette mobilisation à tous les niveaux. Aussi bien, non pas seulement auprès des candidats qui se présentent au Parlement européen, bien sûr auprès d'eux, mais à tous les autres aussi, et aussi au niveau local. Parce qu'après tout, au niveau local, celui des élus locaux qui dirait « Oh, c'est un accord international, ça ne nous concerne pas », mentirait. Parce que là, on est effectivement sur, y compris, un impact sur les économies locales, hein, notamment sur les questions agricoles, mais aussi sur les questions de concurrence concernant les services également,
et beaucoup d'autres encore, et sur aussi le fait de voir diminuer encore davantage la possibilité d'utiliser les subventions comme un moyen d'intervention, comme un instrument public de l'intervention de l'État ou des collectivités territoriales. Il y a donc là véritablement le bon moment pour amplifier encore plus cette mobilisation. Et j'espère vous avoir convaincu de le faire, puisque c'est exactement maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Si on arrive à bloquer le CETA, on est dans une hypothèse assez intéressante, parce que, à partir de ce moment-là, la Commission, pour le dire un petit peu vulgairement, mais tant pis, se trouverait totalement à poil, ou déshabillée, on va dire moins vulgairement. Déshabillée. Pourquoi? Parce que la Commission ne pourrait plus, lors des négociations internationales qu'elle conduit tous azimuts actuellement, s'engager, puisque derrière, les États membres ne suivent plus. Nous avons sur le CETA un allié inattendu qui s'appelle le gouvernement italien pour l'instant. Oui, pour l'instant. S'il ne change pas d'avis. S'il ne change pas d'avis, en effet. Qui a dit qu'il ne ratifierait pas le CETA. C'est bien. Enfin, c'est déjà ça. Il a dit que... Hein, bon, après, on verra la suite. Mais notre responsabilité, nous, c'est pas d'attendre que le secours vienne des autres, et certainement pas de ce gouvernement italien-là, en tous les cas, c'est sûr, mais de faire le travail nous-mêmes. Et donc, nous avons cette responsabilité-là de vraiment amplifier le plus possible cette mobilisation sur la question, parce que ça peut être là aussi un moyen de donner un coup d'arrêt à des politiques qui sont totalement inacceptables. Alors, par ailleurs, il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer que c'est par les élections européennes elles-mêmes que le Parlement serait en mesure de bloquer la politique extérieure commune de l'Union européenne, mais le Parlement européen pourrait arriver quand même, à la condition que les majorités basculent, c'est pas ce qui se profile. C'est pas ce qui se profile. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est pas là que vont se jouer les choses. Mais à l'occasion des élections européennes, oui, on peut faire avancer beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bien sûr, vous avez remarqué que délibérément, je n'ai pas forcément abordé tous les aspects techniques. Il y en a beaucoup. Donc, évidemment, on peut en parler. On peut parler de tout ce que vous voulez, puisque si vous voulez bien maintenant, j'espère avoir pas été trop long, on peut faire mener un débat. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.